Alors tiens, prends le micro pour qu'on entende ton petit mot. Oui, non, c'est 3 phrases parce que l'atelier est indiqué, vous l'avez vu dans le programme, en partenariat avec le GIS Journalisme. Donc je voulais éclairer cette mention qui pouvait être éventuellement une mention mystère. Le GIS Journalisme, que j'ai l'honneur et l'avantage de présider, est un groupement d'intérêt scientifique donc, autour du journalisme et donc rassemble des unités de recherche et des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le journalisme. Et donc, depuis un certain nombre d'années, les ateliers recherche aux assises du journalisme sont organisés en partenariat avec le GIS, voilà, et donc avec des chevilles ouvrières qui sont là, à savoir Loïc Ballarini, Simon Gadras et Emmanuel Marty, et puis évidemment les chercheurs et les chercheuses, dont Claire qui va animer cet atelier, Claire Blandin, et qui va évidemment procéder à la suite du programme. Voilà, donc merci à vous d'être là. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aime bien appeler Madame la Présidente de temps en temps. Et merci à toutes et tous de vous être levés ce matin. Donc, je suis Claire Blandin, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord et je suis historienne des médias. Alors, je pense que c'est important de dire d'où on parle, donc je vais dire aussi autre chose, c'est que je suis militante dans une association d'éducation populaire à l'écologie qui s'appelle Consomme Solidaire et ma voisine immédiatement à gauche aussi et ma voisine tout à droite également. Il y a un certain nombre de recherches qui ont été développées ces dernières années autour de la question qu'on appelle du média-activisme, du militantisme dans les médias, notamment du militantisme en ligne. Je pense aux travaux de Dominique Cardon, de Fabien Grangeon. Donc il y a une vraie ligne de recherche autour de ces questions-là. Pour moi, ça passe plutôt par le questionnement du féminisme et de comment le féminisme a été médiatisé aux différentes époques. Si je le mentionne, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire avec la médiatisation de l'écologie, comment des militants arrivent à intéresser les médias et l'opinion publique à leur questionnement. Et donc, c'est pour croiser ces questions-là avec les travaux sur le journalisme qu'on a organisé cet atelier. Travailler sur le journalisme dans cette perspective, c'est travailler sur la sociologie du journalisme. Qui sont les journalistes qui travaillent sur l'écologie ? Comment en sont-ils arrivés là ? C'est aussi travailler sur la mise à l'agenda de ces questions dans les médias. Et vous allez voir que ici, cela se combine donc à une perspective historique qui cherche à voir quels matériaux les journalistes en particulier, les médias en général, lèguent à l'historien pour pouvoir travailler. Alors, il est 9h25, je vais être la maîtresse du temps de cette table ronde. Chacune et chacun de mes invités va avoir un quart d'heure pour commencer. On va faire un petit jeu de questions-réponses et puis ensuite, vous aurez encore du temps pour intervenir et poser des questions. Alors, je vais donner la parole pour commencer à Michel Dupuis, qui est chercheur, qui va se présenter et nous expliquer un peu son parcours de recherche déjà et les thématiques qui l'ont intéressé. Oui, alors, je pense que le micro doit fonctionner. Donc, je suis Michel Dupuis, donc je suis chercheur associé à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Donc, il y a le mot associé, c'est-à-dire que je ne vis pas de la recherche, puisque je suis professeur en lycée professionnel, et c'est mon salaire. Et l'autre côté, c'est la recherche est un hobby chez moi. Donc je suis une sorte de chercheur freelance, comme je me définis. Et je travaille je viens de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'écologie. Je suis passé à l'histoire de la pollution dans l'ex-RDA et je me suis après intéressé à la médiatisation des problèmes environnementaux, notamment à la télévision, en travaillant sur la biodiversité, sur le concept d'écologie, la circulation, par exemple, du concept d'écologie à la télévision. En ce moment, je travaille sur les oiseaux mazoutés. J'ai un champ très large. J'ai travaillé aussi sur l'Amazonie. Donc, c'est toujours. Et je m'interroge aussi sur les relations beaucoup entre les scientifiques, l'environnement et les médias. C'est pratiquement au cœur de, y compris dans l'ex-Allemagne de l'Est. C'est aussi c'est intéressant. Donc ça, c'est pour vous retracer brièvement mon parcours. Alors, sur ce sur quoi vous cherchez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la recherche française, justement, sur ces questions de climat ? Alors,
je m'interrogeais d'abord que sur les sciences humaines, parce Oui. que ça, c'est intéressant. Elle n'est pas si mal. Elle est peu visible à l'international parce qu'on ne publie pas assez en anglais. Puis ça, c'est toujours notre problème, c'est comment peut-on publier en anglais. Ça, c'est un défi. C'est un défi aussi économique parce que les traducteurs ne sont pas gratuits. Et là-dessus, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de travaux en histoire des sciences. Donc sur la modélisation, il y a un travail d'Hervé Guillemot qui avait travaillé sur les modèles climatiques, très intéressant. On a le centre Alexandre Corriere qui a travaillé aussi sur les négociations internationales. Moi aussi, j'ai travaillé sur le changement climatique, comment le changement climatique a été reçu, perçu et engagé au niveau ministériel, donc ministère de l'Environnement et ministère de l'Agriculture, parce que on m'a demandé de travailler à faire un dossier sur la forêt, sur ce plan. Donc j'ai fait un travail là-dessus, ça s'est étalé de 1938 à 2005. C'est ma caractéristique. Donc, les géographes aussi sont intéressants à travailler parce que les géographes, ils ont toujours tendance à relativiser le changement climatique parce qu'eux, ils ont toujours des analyses multifactorielles. En gros, c'est-à-dire que, on accuse le changement climatique, mais est-ce qu'on construit dans les zones inondables, est-ce que ça relève du changement climatique? Par exemple, voilà, donc c'est des choses qui les géographes ont toujours, c'est en quelque sorte des empêcheurs de tourner en rond et de penser. Moi, j'aime bien ça. Les géographes, oui, j'aime bien leurs travaux. Et puis dans le domaine de la communication, les travaux de Jean-Baptiste Convy, qui a travaillé vraiment sur la médiatisation du changement climatique, qui a mené aussi une enquête sur la COP 21 à Paris aussi, donc il est vraiment au cœur de cette problématique. Donc, dans les sciences humaines, et ça peut se comprendre parce que c'est un enjeu, et quand il y a un enjeu, il y a de l'argent. On reviendra là-dessus, c'est s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'argent, et c'est ça le problème aussi de la science. Alors, du côté des polarisations de cette recherche, qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur quels sont les événements climatiques qui sont étudiés, ceux sur lesquels on s'arrête? Alors, les événements climatiques, alors ça, par exemple, les tempêtes de 99, on va reprendre. Oui. Décembre 99, il y a des grandes tempêtes. Et donc, comme je fais partie aussi du groupe d'histoire des forêts françaises, on a eu de l'argent pour étudier les tempêtes. Donc, pour savoir s'il y avait eu d'autres tempêtes dans l'histoire aussi violentes. Oui, il y en a eu au XVIIIe siècle. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a voulu associer ces tempêtes au changement. Enfin, on n'a pas du tout associé ces tempêtes, pas du tout, c'est un peu exagéré, au changement climatique en 99. Rétroactivement, maintenant, on pense que peut-être c'était un signe. Mais ce que je veux dire, c'est que le catastrophisme, c'est aussi utilisé dans les dossiers pour les scientifiques pour essayer pour mettre en valeur leur projet de recherche, pour disant, voilà, il y a une catastrophe qui se prépare, on a besoin d'argent pour financer tel programme. Donc les catastrophes, oui, font part. Les catastrophes amènent, les programmes amènent de la recherche. Donc plus il y a de catastrophes, mieux c'est pour la science. Et dans l'opinion publique, ça produit quoi alors ces catastrophes? Pour le coup, ça a un effet Alors, ça dépend des pays. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai remarqué dans mes recherches au niveau des archives, c'est par exemple, les catastrophes restent locales. Par contre, la canicule de 2003 a vraiment été un révélateur. Et ça, faut bien comprendre que parce qu'elle a touché l'ensemble du territoire français. Il ne faut pas raisonner faut raisonner en termes d'espace. Quand il y a une inondation dans le Gard, moi, si j'habite Lille, c'est le Gard. Par contre, la canicule, elle a vraiment touché l'ensemble du territoire français, plus l'Allemagne aussi. Donc, elle est un marqueur du réchauffement climatique. Après, est-ce que ça va inciter les personnes à bouger? C'est pas sûr. Il y avait un rapport de l'Observatoire national sur le réchauffement climatique en 2003 qui disait, mais pour la population, le réchauffement climatique, ça veut dire qu'il va faire meilleur, on va avoir plus de soleil, etc. On est dans une société où on a le culte du soleil, donc c'est pas tellement négatif aux yeux des habitants. Par contre, pour les acteurs de terrain, là, je pense aux vignerons, je pense aux forestiers, je pense aux agriculteurs, là, les enjeux sont complètement différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est la catastrophe lente. Le 2003, on est bien dans la catastrophe lente au niveau de la canicule. C'est pas comme une tempête qui s'abat d'un seul coup. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience. Par contre, j'ai remarqué d'autres études ont été faites. Par exemple, en Allemagne, alors en Allemagne, on a eu
les tempêtes, Lothar, Kirill, alors Lothar, j'ai pris mes notes, 99, Kirill, c'est 2007, sécheresse, 2003, 2007, inondation de l'Aisne, 2002. Là, en Allemagne, c'est plutôt la catastrophe qui va agir comme révélateur du changement climatique et qui oblige, qui amène à prendre conscience de la nécessité de s'adapter et de prendre des mesures contre le changement climatique. On a la même chose en Suède, là aussi, des grandes tempêtes en Suède. En Suède, ils ont eu des inondations en 2001, 2002, 2004. Et après, ils ont une très forte tempête. Là, c'était en 2005. Il y a eu 75 millions de mètres cubes de bois à terre. Et là, donc on est bien dans la catastrophe qui aide en Suède à faire prendre conscience. L'Italie, on pourrait se poser la question des incendies de forêt en Italie. Non, en Italie, il y a une étude qui a été faite. On s'aperçoit que les incendies de forêt en Italie ne participent pas à la prise de... Il y a un développement des incendies de forêt en Italie et ça ne participe pas à la prise de conscience du changement climatique en Italie. Donc, alors là, ça, c'est des constats qui sont faits. Reste à savoir pourquoi dans tel pays il y a une réaction à la catastrophe, pourquoi dans tel pays il n'y a pas de réaction à la catastrophe. Ça, c'est des études. C'est vrai qu'en Allemagne, on voit qu'il y a des... Enfin, là, les dernières inondations ont sans doute eu aussi un impact sur les élections. Donc, il y a un lien assez direct et assez immédiat dans cette prise de conscience. Après, il va falloir décortiquer un peu plus sur l'état de l'espace public, effectivement, dans ces différents espaces géographiques. Alors aujourd'hui, la recherche sur les questions climatiques, où en est-elle? Qu'est-ce qui l'intéresse? Alors pour un historien, répondre à aujourd'hui, vous doutez bien que je ne vais pas répondre comme ça. Je vais toujours faire un bilan historique. Là-dessus, il y a un premier tableau, c'est l'idée de mesurer le climat. Alors, la France est rentrée dans la mesure du changement climatique dans les années 70. Avant, elle n'y est pas rentrée pour la simple bonne raison qu'elle disait les Américains font le travail, pourquoi on allait faire le travail des Américains? On avait d'autres problèmes, le Concorde, qui risquait de détruire la stratosphère. Donc ça, c'était l'orientation de la recherche. Donc, mesurer. Alors, mesurer, on a aussi mesuré les changements climatiques dans le passé. Ça, c'est Claude Lorius, mais il n'y a pas Claude Lorius, c'est le centre de Grenoble. Donc là, on a eu des travaux qui sont extrêmement intéressants. Donc, la mesure du changement climatique, la France participe au niveau des grands programmes internationaux. C'est d'ailleurs justement ces grands programmes internationaux qui ont incité les chercheurs français à se mettre, à prendre en charge ce nouveau champ d'études. Alors, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi modéliser le futur. Là, c'est Météo France. Depuis 2001, Météo France, donc ils ont harmonisé leurs données et ils ont mis un programme qui s'appelle Arpège. Alors ça, c'est un programme qui est très important parce que Arpège permet de mesurer au niveau local le changement climatique d'ici 20 à 30 ans, avec différentes hypothèses. Hypothèse haute, hypothèse basse. Ce qui, pour les acteurs de terrain, est très intéressant, mais quand ils ont hypothèse haute, hypothèse basse, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour l'agriculture, c'est assez facile. On raisonne en années. Pour la vigne, on raisonne en décennies. Et pour la forêt, on raisonne en décennies. Donc, ce sont des modèles qui sont mis au point, qui sont en train de s'affiner. Mais ce n'est pas encore gagné, ça. On a aussi les mesures sur les effets du changement climatique. Donc, la glaciologie, ça, c'est hyper connu. On reprend ça souvent dans les médias parce qu'il y a un côté spectaculaire. Mais ce qui est moins spectaculaire, évidemment, par exemple, c'est la remontée de certaines plantes dans les montagnes. Évidemment, là, on ne le voit pas. Enfin, si, les botanistes le voient. Mais il y a la remontée de la chenille processionnaire du pin. Donc il y a des programmes qui sont mis au point. Il y a un programme Promote, il y a un programme InvaBio. Donc ça, c'est des choses qui sont au point. Et puis, il y a un autre programme dont on parle moins, c'est le programme d'adaptation. Ça, on sait que depuis 2005, on est rentré dans le changement climatique. Ça, il y a une bascule qui s'est opérée et la nécessaire adaptation était déjà prévue avant. Sauf que l'adaptation, il faut prendre... alors, c'est pas très populaire, l'adaptation. Enfin, c'est pas très populaire. En d'autres termes, ça fait quelque part une sorte de fatalité, puisqu'on se dit, mais l'adaptation, c'est comme si on acceptait le changement climatique. Mais mine de rien, il est là. Donc il faut prendre des mesures et savoir aussi modéliser les écosystèmes. Sauf qu'on rentre dans une science où le problème de l'étude des écosystèmes, c'est une étude, ça a été longtemps dans la science française quelque chose qui a été mis de côté. Je rappelle, juste quand j'ai consulté les archives, petite anecdote, donc l'INRA s'est investi beaucoup dans la biologie moléculaire.
Et un dirigeant forestier qui avait interpellé l'INRA sur ça avait dit, mais vous êtes désengagé, et vous êtes désengagé de l'étude des écosystèmes. Et l'INRA a répondu, non, on a fait un investissement réfléchi. Ça, c'était leur formule. Il y a eu un retard, alors petit à petit commence à se rattraper, mais il y a vraiment un retard dans l'étude des écosystèmes en France, puisqu'on a privilégié les investissements dans la biologie moléculaire. La biologie moléculaire et le changement climatique, il n'y a pas beaucoup de rapports. Et puis, il y a aussi, alors, au niveau de la science, dernier point, non, c'était tout. Modélisation à l'adaptation et les conséquences, oui. Ok, on va ménager notre suspense sur la dernière question, j'y reviendrai. et je vais passer la parole à Anne-Claude Ambroise Rendu, qui va commencer par nous dire qui elle est. Déplace le pied, ouais. Je vais essayer de parler devant le micro. Alors, ça n'est pas forcément très intéressant de savoir qui je suis, juste quand même... Il faut dire d'où tu parles. Oui, alors voilà, mais plutôt d'où je parle, si vous voulez. Quand on me demande de me présenter, il m'arrive de dire que je suis historienne des médias, ce qui n'est pas tout à fait faux, ce n'est pas complètement vrai non plus. C'est une partie de ce que je fais. Et historienne des médias, ça ne veut pas dire que j'ai fait l'histoire des institutions médiatiques, du système médiatique. Bon, forcément, on l'a fait toujours un petit peu. Ce n'est pas vraiment ce qui m'a intéressée dans mon parcours. Moi, j'ai utilisé les médias comme source. Et comme j'étais au départ 19e, que je ne suis plus non plus complètement, donc vous voyez, j'ai vraiment des problèmes d'identité culturelle importants. Comme j'étais 19e, évidemment, c'était la presse écrite. Et ce qui m'a intéressée, c'est d'aborder un certain nombre de questions, d'événements. Alors, bon, tout y est passé, les expositions universelles, puis la criminalité, puis certaines formes spécifiques de criminalité, etc. C'est de les aborder en allant regarder la presse comme une espèce de chambre d'écho, de préoccupations communes, disons. J'ai beaucoup de mal avec la notion d'opinion publique, on pourra en reparler si vous voulez, hein, mais vraiment, là-dessus, je suis très bourdieusienne. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était la façon dont cette presse, qui, à la fin du 19e siècle, est une presse commerciale de très grande diffusion, qui touche donc énormément de monde, ça c'est évident, de quelle façon elle construisait des représentations, un système de représentation relativement à un certain nombre de questions. Et donc pour essayer de comprendre ça, j'ai fait ce que finalement beaucoup d'historiens ne font pas tellement, c'est que j'ai travaillé sur les contenus en comptant les occurrences, en faisant, en gros, bon, certains reconnaîtront le travail qu'on fait en information-communication, hein, en comptant les occurrences, en essayant d'analyser les modalités d'énonciation, en formulant des hypothèses sur la réception, en essayant de les vérifier, ça c'est toujours plus compliqué. Hein. En articulant ma réflexion autour d'un questionnement sur les conditions de possibilité de production d'un énoncé. Pourquoi ça ? Pourquoi comme ça ? Pourquoi ici et pas ailleurs ? Voyez, enfin toute une série de questions que se posent aussi d'ailleurs les journalistes. Hein. Qu'est-ce qui permet de dire cela et comment on le dit ? Et le comment on le dit est évidemment à mes yeux capital. Et donc, comment on arrive à l'environnement avec tout ça ? Alors, on a... Pas l'histoire de l'écologie. Alors, on arrive à l'histoire de l'écologie, on pourrait dire, parce qu'on est opportuniste. Mais ce n'est pas mon cas, bien sûr, moi, je suis innocente. Non, parce qu'on s'intéresse à la question depuis longtemps, parce qu'on s'interdit de l'aborder d'une manière scientifique en se disant je ne peux pas avoir cette espèce de double position qui est celle d'un intérêt personnel, familial, évidemment aussi. Et puis aborder la chose de manière scientifique, parce que je n'aurais pas la distance nécessaire. Et puis là-dessus survient, le contexte, comme toujours en histoire et pour les historiens aide, c'est-à-dire qu'on commençait d'être soutenu dans la deuxième moitié des années 2000, les premières thèses d'histoire environnementale. Le premier, je crois, c'est un pionnier, c'est Charles-François Mathis, en 2006. Et puis, au cours des années suivantes, voilà, toute une série de thèses. Et en assistant à ces soutenances de thèse, à chaque fois, je me disais, mais c'est ça que je veux faire, rien d'autre. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire ça en faisant ce que je sais faire, c'est-à-dire les médias, en passant par les médias et l'analyse des médias.
et en articulant une espèce d'histoire culturelle, une histoire des idées, hein, avec une histoire des représentations, parce que évidemment, ce qui m'intéressait aussi, c'est tout le versant histoire des peurs, et dont ces peurs sont instrumentalisées pour discréditer le discours dénonciateur ou le discours militant. Et donc, comment est-ce qu'on travaille la question des archives, bien sûr, est centrale. Et c'est là qu'on peut commencer à parler des archives de JNE. Alors, la question des archives est centrale. En histoire environnementale, c'est une vaste question parce qu'en réalité, les archives qui permettent d'aborder la question de l'environnement, elles sont partout, absolument dans tout le cadre de classement des archives. Alors, pour les archives plus spécifiques des associations de journalistes, puisqu'on parle des JNE, hein, ces archives ont été donc versées. Donc, l'association des journalistes et écrivains pour la nature et l'environnement. Non, l'écologie. Mais c'était environnement à une époque. Non, ça n'a jamais été environnement. Il y a très longtemps. Là, quand c'était... Ah, voilà. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignaient. Voilà, non, mais parce qu'évidemment, ces associations qui changent de nom, c'est extrêmement perturbant. Elle a changé de nom au début des années... C'est ça, au début des années 80. Cette association... Alors, ça a été le prétexte, juste pour quand même expliquer, c'est que le dépôt des archives de JNE aux Archives nationales a été aussi un peu le déclencheur de l'organisation de cet atelier, parce que c'est le dépôt d'une association de journalistes, que c'est assez rare quand on travaille en histoire des médias de pouvoir bénéficier de ce type de documentation. Et donc, le choix aussi des Archives nationales, on va pouvoir y revenir et en reparler. Mais donc, ça nécessite aussi de faire d'abord un peu d'histoire de l'association. Ce qu'on va faire aussi avec Nathalie après. Alors, non, mais vas-y sur JNE. C'est intéressant parce que ce que je sais de cette association, c'est ce que j'ai tiré d'un certain nombre de textes et puis aussi des archives et de témoignages. Mais comme chacun sait, les témoignages ne sont pas toujours tout à fait concordants. Et oui, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on aime bien les archives, nous les historiens. Alors, bon, pour dire deux mots des archives donc, qui ont été déposées en 2019 au moment de la célébration du cinquantenaire de cette association des JNE, ce sont des archives, pour un historien, un petit peu décevantes, parce qu'elles sont assez peu volumineuses. Il y a 18 dossiers au total, ce qui fait 9 cartons. Alors, 9 cartons, c'est pas grand-chose, quoi. Quand on est devant, on se dit « Ah, c'est tout ». Bon. Et quand on les ouvre, c'est encore plus décevant, parce qu'il manque quelque chose qui, à mes yeux, est absolument fondamental, c'est-à-dire que il n'y a pas... Pour les premières années, c'est-à-dire ce que j'appelle l'époque héroïque, les années 70, il n'y a pas les procès-verbaux des assemblées générales. Donc on ne sait pas comment les discussions se sont déroulées, qui a pris des décisions, qui l'a emporté, on imagine des conflits, parce qu'il y a quand même toute une série de correspondances très intéressantes. On voit bien que les uns et les autres ne sont pas forcément d'accord, qu'il y a des questions fondamentales qui sont posées à certains moments. Voilà, est-ce qu'on demande une subvention au ministère ? Il y a ceux qui sont pour parce que oui, ça nous donnera les moyens, et puis il y a ceux que je ne nommerai pas, mais peut-être le ferez-vous, qui sont absolument contre et qui disent bah non, notre indépendance avant tout, nous n'avons pas besoin de cet argent, etc. Bon. Donc, elles sont à la fois une manne remarquable, ces archives, et un petit peu décevantes, mais comme toujours dans les cartons d'archives, dans les dépôts d'archives, il manque des choses, et souvent il manque ce qu'on cherche. Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on repère que ça manque, c'est parce qu'on le cherche. Hein, sinon, il manque ce qu'on cherche, mais il y a ce cahier très émouvant qui, moi, m'a beaucoup ému, parce qu'il y a aussi l'émotion du rapport à l'archive, hein, qui est le cahier d'écoliers manuscrits des premiers adhérents, des fondateurs des JNE, et ça, moi j'ai trouvé ça formidable. Et ça permet, on a quand même au fil des années la liste des adhérents, et ça permet de repérer un certain nombre de choses que j'avais commencé de noter un petit peu. C'est qu'au début, tout le monde est accueilli, tout le monde peut adhérer, puis ensuite des conditions sont mises qui sont de plus en plus drastiques, évidemment, plus les effectifs gonflent, et plus on peut mettre de conditions. Et des gens sont refusés. Et puis, il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui sont un peu poussés vers la sortie. On y reviendra si vous voulez. Et ce qui m'a frappée, c'est que d'emblée, il y a pas mal de femmes.
avec quand même un rapport de genre qui ne m'a pas échappé, c'est-à-dire que quand le président de l'association est Pierre Pellerin ou Jean Carlier ou des messieurs comme ça, hein, la dame qui est là au début, elle est secrétaire. Et que les femmes journalistes qui sont adhérentes de l'association le sont souvent au titre de leur participation à des magazines féminins ou à des rubriques jardin, maison, bien-être, vous voyez. Bon. Mais c'est normal dans le paysage médiatique de ces années 70, même s'il est quand même sacrément ébranlé par la montée en puissance de la presse féministe. Alors oui, c'est vrai que si on fait quand même un tout petit peu, on prête un peu attention à la chronologie, il ne vous aura pas échappé que 1969, c'est après 1968. Et qu'on est dans vraiment un courant de bouillonnement d'une presse alternative, d'une presse différente, d'une manière différente de prendre la parole justement dans l'espace public, et que cet élan, ce premier élan vers d'autres formes médiatiques autour des questions d'environnement en fait partie. On pourra y revenir. Je ne sais plus ce que c'était la question suivante, donc vas-y. Eh bien, alors, si tu veux, on a le choix, parce que j'ai... Vas-y, choisis. Tu me demandais, peut-on dire que ces journalistes ont inventé... Ah oui, c'est ça. De nouvelles formes de journalisme. Peut-on dire que ces journalistes ont inventé de nouvelles formes de journalisme? Alors, je ne suis pas sûre que les membres des JNE aient inventé véritablement de nouvelles formes de journalisme. Mais en revanche, cette presse alternative, cette presse émanant de la contre-culture que tu viens d'évoquer, oui, à l'évidence, je vais y revenir. Mais avant, je voudrais quand même faire un petit flashback en tant que 19e pour dire que les préoccupations relativement à l'environnement ne datent pas des années 70. Il me semble que c'est quand même très important de sortir de cette espèce de représentation qui est un peu cliché. Elles datent des débuts des ennuis, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire de la révolution industrielle. On les voit émerger de manière précoce et affirmée dès la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, et puis évidemment tout au long du XIXe siècle. Et elles émergent aussi. La première enquête sur le climat, c'est 1821 en France. Hein. On les voit aussi évidemment émerger dans la presse dès la fin du XIXe siècle, la presse généraliste. Alors évidemment, pour ça, il fallait les conditions du développement d'une presse de masse, une presse de diffusion massive, une presse bon marché, etc. Hein, toutes conditions réunies à la fin du XIXe siècle, d'une population alphabétisée. Merci l'école de Ferry. Hein. Et on voit donc dès la fin du XIXe siècle de nombreux articles apparaître dans cette presse généraliste qui évoquent des rivières polluées. La pollution des rivières a pratiquement été un des premiers thèmes, et notamment parce que Waldeck-Rousseau était un grand pêcheur, et donc il s'est mobilisé, il a témoigné dans la presse, il ne faut pas exagérer non plus, la mobilisation de Waldeck-Rousseau. Bon, enfin si, il s'est mobilisé pour défendre la République. Bon. Et ceci est en lien évidemment avec l'état des pollutions, le développement de l'industrie et les premières mobilisations locales des riverains pour se défendre contre les pollutions qu'ils subissent à cause de l'installation des industries à proximité de leur habitat. Et c'est lié aussi aux modifications, au changement des sensibilités, à l'établissement d'un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à la nature. Il ne faut pas oublier que l'écologie naît comme science dans les années 1860 et que la montée en puissance, l'amélioration des conditions scientifiques fait que forcément on s'intéresse davantage à ce que l'on connaît mieux. Et puis, cet affinement des sensibilités dont parle Alain Corbin, une attention croissante portée au bruit, un certain nombre de nuisances, aux animaux aussi, hein, la Société de protection des animaux, etc. Bref, donc ceci explique une première émergence, alors très ponctuelle, très ténue, etc., mais qu'il est quand même important de repérer. Et puis, évidemment, la grande époque, reconnaissons-le, ce sont les années 70. Et il me semble que là, on peut distinguer en gros deux phases dans le développement d'une presse qui s'empare de la question écologique. Une première phase qui est bien celle des années 70, donc dans le sillage de la contre-culture, hein, vraiment une presse qui émane en quelque sorte de cette contre-culture née de 1968,
il y avait eu un mémoire de maîtrise, à la grande époque des mémoires de maîtrise, qui avait été fait à l'université dont je dépends, mais j'y étais pas encore à l'époque, hein, dans les années 90, qui montrait qu'il y avait 167 titres écologistes en France qui ont été publiés entre 70 et 97, 167 contre 63 seulement en Allemagne. Donc c'est quand même, il y a de ce point de vue-là une spécificité française qui est intéressante. Donc il y a deux courants, disons, dans cette presse alternative, cette presse marginale. Hein. Un courant qui est une presse d'association, qui est très nombreuse et qui est souvent très locale, qui est diffusée au niveau local, et puis un autre courant qui est une presse plus militante, dont l'exemple type est évidemment La Gueule ouverte, qui est créée en 1970. Tout le monde se souvient, enfin tout le monde connaît cette une, hein, La Gueule ouverte, le journal qui annonce la fin du monde, parce qu'on va crever la gueule ouverte. Bon. Donc, il faut dire aussi que le développement de cette presse a été possible parce que le contexte à la fois culturel et économique lui était favorable naturellement. Ce qui est spécifique à cette presse, c'est que, elle ne durera pas. En gros, elle disparaît dans les années 80 pour l'essentiel de cette presse alternative, hein, une presse militante. Et deuxièmement, elle me semble, et moi c'est une des choses qui m'a intéressée, qu'elle inaugure une nouvelle forme de médiatisation, comme la presse féministe, comme toute cette presse underground, pour le dire avec un bel accent, de ces années-là. C'est une presse qui est faite par des non-professionnels, parfois même des anonymes, c'est-à-dire beaucoup d'articles ne sont pas signés. Dans La Gueule ouverte, c'est parfois un prénom. Alors on connaît la fondation de La Gueule ouverte, on sait d'où vient l'équipe, mais elle n'est pas forcément identifiée comme telle. C'est une presse qui se réclame et qui pratique, me semble-t-il, une communication horizontale. Pas une communication du haut vers le bas, mais une communication des uns vers les autres, entre égaux. Et en témoigne d'ailleurs le courrier des lecteurs, des annonces, etc. Et donc, il y a un lien, en tout cas, cette presse feint d'établir, ou elle établit pour de vrai, ça je ne répondrai pas, hein, un lien quasi organique entre le journal et la communauté de lecteurs qu'il vise et qu'il essaye de rassembler. Et du coup, l'effet de ceci, c'est qu'il me semble que ça met en question, directement ou indirectement, la légitimité d'un discours journalistique. Du discours journalistique, parce que du coup, ce discours journalistique, qu'il émane de professionnels ou pas, il se confronte toujours, il s'offre à la critique, à la discussion de la part des lecteurs. Et il montre aussi que des citoyens, lorsqu'ils sont sensibilisés à une question, lorsqu'ils sont concernés par une question, d'ailleurs le terme de journaliste concerné va faire Fleurès après ça, hein, des citoyens, lorsqu'ils sont concernés par une question de pollution, d'écologie, aussi complexe sur le plan scientifique soit-elle, sont capables de se doter d'une expertise suffisante pour essayer de répondre à cette question qui leur est posée ou à ce problème qui leur est imposé. Voilà. Alors après, on pourra en reparler, hein, parce que bon, voilà, c'est des premières réflexions que j'ai formulées après un certain nombre d'autres gens, mais il me semble qu'il y a là quelque chose comme une collusion entre cette presse militante, mais j'y mets beaucoup de guillemets, vous l'avez compris, et puis des mobilisations écologistes et environnementalistes. Après cette période des années 70, on peut dire que la presse écolo se normalise, entre guillemets, ça correspond d'ailleurs à l'élection de François Mitterrand, hein, et on voit le thème se diffuser dans une presse généraliste. Alors évidemment, il y a eu la création de la rubrique écologie au Monde au début des années 70, enfin dans le journal Le Monde, je veux dire, au début des années 70, mais en gros, pour que quand même la question de l'écologie devienne une question dont se saisit l'ensemble de la presse généraliste, ou d'une presse écologiste, mais moins militante, il faut attendre véritablement les années 80. Et donc ces deux courants, et puis la télévision évidemment, hein, et ces deux courants posent toute une série de questions sur finalement ce qu'ils révèlent d'une vision du monde. Je pense à une étude qui a été réalisée sur la télévision
sur la fin de l'année 1994 qui montrait que finalement, là où France 2 traitait de la question écolo d'une manière collective, enfin des questions écologiques d'une manière collective, TF1 insistait sur la dimension individuelle des expériences, ce qui peut ne pas nous surprendre. Mais bon, c'est quand même intéressant. Je m'arrête. Oui, c'est intéressant de l'objectiver un petit peu, effectivement. Et ce que tu disais sur le tournant des années 1980, là aussi, en termes d'histoire politique, on rejoint la chronologie du féminisme, puisqu'en fait, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir se traduit pour le mouvement féministe par ce qu'on appelle l'entrée dans le féminisme d'État avec le ministère d'Yvette Roudy. Et c'est comme si ces questions-là, qui avaient été dans le bouillonnement des années 70, devenaient des questions prises en charge par l'État, mais donc prises en charge d'une manière différente. Et c'est une manière aussi de tuer ce mouvement et de tuer ce militantisme que de l'intégrer à un certain nombre de politiques publiques, même si c'est une manière de le prendre en compte, et là aussi on pourra y revenir. Mais je vais laisser la parole à Nathalie Torjman maintenant, qui va également se présenter. Alors moi, je ne suis pas du tout historienne. J'ai fait des études de sciences naturelles et je n'ai pas fait de la recherche à l'issue de ces études, donc c'est un peu très différent de collègues là. Donc après ces études là, j'étais vraiment en fait passionnée par tout ce qui était nature, vraiment la nature. Donc j'étais d'abord animatrice nature pour faire du terrain, essentiellement avec des enfants. C'était quelque chose qui venait du fait que quand j'étais étudiante, je travaillais déjà avec des enfants parallèlement, et donc après j'ai voulu faire partager ma passion, on va dire, de la nature à ces enfants. Et j'ai été embauchée pendant plusieurs années dans une maison de la nature en milieu urbain, en région parisienne. Et donc là, j'ai commencé à étudier avec eux les oiseaux des villes, les arbres des villes, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir, la pollution, les déchets, les cycles d'épuration des eaux, enfin toutes ces choses évidemment déjà environnementales. En parallèle, pour faire ces ateliers, en fait, je rédigeais déjà des résumés ou des fiches pédagogiques ou des choses comme ça. Et peu à peu, j'ai été contactée en fait par des éditeurs, plutôt de l'édition de bouquins. Donc j'ai commencé des livres pour enfants. Et c'était en 85, les éditions Hachette ont lancé une encyclopédie qui s'appelait l'encyclopédie Diderot, avec d'une part des scientifiques qui faisaient des bouquins pour les adultes et d'autre part d'autres auteurs qui faisaient des bouquins pour plutôt les adolescents. Et donc un des titres que j'ai écrit s'appelait « Histoire et géographie du climat ». Donc c'était en 86. Le pendant adulte, c'était Jean-Jacques Lefebvre qui l'a écrit, du Muséum. Et donc ce livre-là, en fait, retraçait plutôt l'histoire passée des climats et avait en dernier chapitre une prospective possible. Donc ça, c'était déjà 2 ans avant la fondation du GIEC. Donc voilà. Et donc après, j'ai finalement abandonné le terrain. Oui. Le terrain naturaliste, et donc je suis devenue vraiment journaliste, et après depuis j'ai travaillé dans différents supports en presse écrite. Et donc quelle a été la rencontre avec JNE et comment est-ce que ça a été créé, JNE? Alors, ma rencontre avec JNE, oui. elle vient... JEPN, si on va. Donc, j'étais pas à la création de l'association. Moi, je l'ai croisée à différents moments, parce que quand j'étais animatrice nature, il y avait des rencontres nationales école et nature, et il se trouvait qu'il y avait dans ces rencontres des membres des JNE. Donc c'était dans les années justement 80, 85, 80, voilà, dans ces années-là. Donc où on recevait aussi des membres du JNE, par exemple comme François Terrasson, qui nous faisait découvrir la forêt, la façon
la peur qu'on pouvait avoir de la nature, ou d'où ça venait, des choses comme ça. Donc là, j'ai croisé vraiment des JNE. Après, j'ai travaillé pour le WWF France. Et là, il se trouvait qu'une des personnes en charge de protection, de la conservation, ça s'appelait à l'époque, était aussi membre des JNE. Donc finalement, j'étais peu à peu un peu cernée par les JNE. Et moi, j'y suis rentrée, j'ai devenu membre des JNE en 1999. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire, 99, 30 ans après la création des JNE, puisque les JNE qui à l'époque s'appelaient, en 69, quand ils ont été créés, l'association des journalistes écrivains pour la protection de la nature Et de l'environnement. Alors ça, ça a été en 72, je Oui, crois. c'est vrai, c'est en 72. C'est en 72. Parce que ça, moi, je l'ai appris, j'ai peut-être dans les mêmes sources que Anne-Claude, mais voilà. Donc, ce qui était important de voir, c'était qu'il y avait déjà journalistes, écrivains. Ouais. Donc ça veut dire que c'était pas que des gens qui avaient la carte de journaliste. Donc dans les fondateurs, il y avait Pierre Pellerin, il y avait des journalistes, hein, oui. Donc vraiment fondateur et qui est resté président pendant 20 ans, Pierre Pellerin, qui travaillait pour Bête et Nature. Oui, Bête et Nature, c'est ça. La vie des bêtes au départ, je crois, et puis après Bête et Nature. Donc qu'est-ce que je disais donc lui, Pierre Pellerin, est resté 20 ans président de ce qui allait devenir les JNE en 1981, justement aussi, à cette date un peu charnière. Et qu'est-ce qui se passait au JNE alors ? À l'époque, alors donc en fait, les premières années, ça s'est vraiment cristallisé. Enfin, ça a été créé, on va dire, peut-être en réponse aux sociétés de protection de la nature qui étaient fédérées dans une fédération française de protection de la nature, FFSPN à l'époque. Et disons qu'il y avait des combats vraiment naturalistes, quoi. C'était, je sais pas, le braconnage de la tourterelle. C'était, enfin, le gros dossier, ça a été quand le conseil d'administration du parc national de la Vanoise avait voté pour une amputation du parc pour construire une station de ski, quoi, tout simplement, parce que c'était dans les années 70, donc c'était... voilà. Et donc là, l'association s'est vraiment mobilisée pour aller contre cette décision, et ça a été d'ailleurs une victoire en 72. Après, les choses marquantes, disons, du début de l'association, ça a été dès 1973, donc de soutenir et même d'organiser la candidature de René Dumont aux élections présidentielles. Donc ça a été aussi... Donc aux élections présidentielles de 1974, voilà. Pour la campagne de 1974, effectivement. Est-ce que à JNE on trouvait aussi un soutien justement pour les journalistes ? Est-ce que c'était un lieu de construction de l'expertise scientifique ? Est-ce qu'il y avait des choses qui circulaient en termes de ressources ? C'était déjà un lieu de confrontation en fait, entre les journalistes, hein, comme l'a dit Anne-Claude, il y avait des remous et des discussions sur différents thèmes. Alors à l'époque, moi je n'y étais pas, donc je ne peux pas non plus le relater. Hein. Mais par la suite, c'est vrai que l'objet des JNE, ça a été de faciliter quand même l'accès à des ressources à ses membres. Ouais. D'accord. Et alors, si on revient à ton parcours, toi, tu as été en presse jeunesse aussi, beaucoup après ? Alors moi, j'étais beaucoup en presse jeunesse, pendant plus de 30 ans, sur un magazine... comment on parle aux enfants alors là-dessus ? Alors donc, j'étais essentiellement sur Image Doc, un magazine de Bayard Presse. Donc j'étais au numéro 0, donc vraiment ça. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période dans les années 90 plutôt, dans les 90-2000, où on était à fond sur l'environnement. Là, pour Rio 92, on avait fait un concours et on a envoyé un lecteur d'Image Doc par la voix des enfants à Rio.
On a fait à la suite de ça des tas de concours avec les classes. Enfin, on était vraiment sur... Bon, c'était plus sur, en fait, à la fois informer et aussi proposer aux classes ou aux enfants d'agir, quoi. Donc ça s'est déroulé avec la Ligue de l'enseignement sur des concours, ça s'appelait les projets verts, donc qui étaient faits dans des classes. Et voilà. Ça, c'était dans les années 90-2000. Et là, vraiment, le magazine était vraiment à fond sur ces sujets d'environnement. Je dirais qu'après, est-ce que c'était un changement d'équipe rédactionnelle? Pas tout à fait, mais enfin quand même, on a l'impression qu'il y a eu une petite saturation au niveau des rédactions, où on disait oh bah ça tu nous l'as déjà raconté, ou ça c'est déjà fait, enfin voilà. Bon, mais comme les lecteurs, enfin dans la presse jeunesse, les lecteurs se renouvellent. 4 ans, ils se renouvellent. Beaucoup plus que dans la presse adulte. Donc, moi, je ne voyais pas pourquoi on leur représenterait pas. Surtout que les situations évoluaient et que eux-mêmes aussi, ce n'étaient pas les mêmes lecteurs, même dans leur contexte de vie. Donc, il fallait aussi s'adapter à ça, quoi. Et tu as travaillé pour Ouest France aussi? Alors ça, c'était aussi via Bayard Presse, en fait. C'était une page, c'était vraiment l'époque florissante, c'était dans les années... Avant les années 90, il y avait une page entière qui était destinée aux jeunes dans Ouest France, ça s'appelait Chic c'est mercredi. Et c'était une page où il y avait un grand document. Et donc, dès les années, 87, par là, on avait fait des choses sur les climats, les pesticides, enfin des choses vraiment environnementales. Et donc cette page a été conçue en fait au sein de Bayard Presse. Elle était diffusée dans toutes les éditions de Ouest France. Et c'était, Ouest France, c'est lu par, peut-être pas par les 7 ans, mais jusqu'à 77 ans, oui, c'est sûr. Et donc, c'est des pages, en fait, qui étaient collectionnées, aussi bien par les grands-parents que par les enseignants, qui les mettaient dans les classes, et ça servait vraiment de document. Alors, c'est vrai qu'on a évoqué pas mal ce paysage de la presse. Tu as apporté des choses? Non, alors là, j'ai juste apporté, en fait, c'était, si ça intéresse, c'était des documents qui ont été faits donc, par les GNE, Le Canard Sauvage, c'était notre journal, quoi, voilà. Et donc ça avait été fait à l'occasion des 50 ans, donc il y a une rétrospective dedans, et celui-là a été fait à l'occasion des 40 ans. Donc, je les ai apportés pour ceux qui voudraient les prendre, consulter. Les prendre même. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce paysage, justement, des journaux Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur magazine, par exemple, autour de ces questions d'écologie, de nature, d'environnement Comment est-ce que toi, tu as vu évoluer ça, en fait? Moi, je n'ai pas fait d'études spécialement sur tout ce panorama. Je sais qu'au niveau des GNE, il y avait eu des études médias qui ont été faites. Donc la première, je crois que c'était 97, c'est ça. Ensuite, a été reprise en 2002 et ensuite en 2005. Donc sur l'évolution, bon, ce qui est certain, ce que j'ai entendu dire quand même, c'est que au niveau des confrères, des consoeurs, ils avaient de plus en plus ils arrivaient quand même à faire passer plus de sujets environnement au fur et à mesure qu'au départ, ils étaient un peu mis à part. C'était la politique d'abord, enfin l'économie, etc. Et que là, de toute façon, on le voit bien maintenant. D'autre part, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi. Enfin, je continue à travailler pour le magazine Terre Sauvage. Oui. Donc, en fait, là. Je dirais que même si on alerte pour sur la disparition des espèces, des choses comme ça, on est quand même dans une tension qui est beaucoup plus nature, émerveillement. Oui. Ça, c'est une tension qui existe. Plus naturaliste que environnementale, en fait. Ouais. D'accord. Le début. Ouais. Je vais revenir à vous, M. Dupuis. Vous avez eu l'occasion de regarder les archives des JNE, justement, et pourquoi, dans quelle perspective, et vous, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Je rejoindrai ce que disait ma collègue. Mais moi, j'avais travaillé parce que à une époque, je cherchais sur les catastrophes environnementales à l'Est, dans les pays de l'Est du temps des pays communistes.
Et je m'interrogeais, mais comment ça se fait que ces catastrophes à l'Est, alors bon, je ne parle pas de Tchernobyl, en dehors de Tchernobyl, vous en avez d'autres, hein, vous avez l'assèchement de la mer d'Aral, vous avez la pollution du lac Baïkal, vous avez les pollutions urbaines à Nova Huta, Katowice, Bitterfeld, et puis après toute la vallée au pied des métallifères en Tchécoslovaquie. Là-dessus, on a une liste assez impressionnante, et je me dis, mais comment ça se fait que ce n'est pas connu à l'Ouest ? Donc, je me pose la question, évidemment, et je voulais savoir quelle était leur réception à l'Ouest et pourquoi, finalement, l'Ouest ne s'en est pas servi pour dénoncer le communisme à l'Est. Et je m'interrogeais, il y avait en 1982, donc juste c'était un point précis, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a un groupe de journalistes français qui se sont rendus au lac Baïkal. Il y avait Marc-Ambroise Rendu, Claude-Marie Vadreau, entre autres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les démarches administratives qu'ils avaient faites, notamment auprès de l'association France-URSS, pour pouvoir se rendre. Et donc là-dessus, j'ai trouvé quelques documents intéressants, une correspondance qui me permettait de savoir quels étaient les à côté d'un voyage journalistique dans un lieu, évidemment, parce que pour aller au lac Baïkal, on ne peut pas y aller sans l'autorisation des autorités soviétiques. Finalement, ils s'étaient bien rendus sur place, ils n'avaient rien trouvé, ils n'avaient rien trouvé. L'État soviétique avait fait en sorte qu'ils ne trouvent rien. Mais moi, c'était justement sur ce petit détail. Parce que ce qui m'intéresse aussi quand j'étudie comment les journalistes travaillent, c'est aussi tous ces à côté, c'est comment ils s'y rendent, qu'est-ce qu'ils recueillent comme information, et qu'est-ce qu'ils gardent aussi, et pourquoi ils écartent tel type d'information, etc. Donc ça, c'est des choses que malheureusement, dans les archives, on ne trouve pas forcément toujours. C'est un peu dommage, ça. Oui. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'on trouvera demain dans ces archives là-dessus, parce que la prise de décision, quelle trace elle laisse aujourd'hui, cette prise de décision, ces choix éditoriaux, ces dialogues à l'intérieur des rédactions, c'est assez énigmatique. Anne-Claude, tu voulais ajouter quelque chose sur ce petit voyage? Oui, peut-être deux choses. Moi, voilà, il y a deux questions que je me pose, parce qu'effectivement, j'ai entendu dire que les JNE... Elle connaissait Marc-Ambroise Rendu, en fait. Et que, mais pas par lui. J'ai entendu dire, parce qu'il était très loin des JNE, il était assez... bon, bref, voilà, peu importe. Mais j'ai entendu dire par d'autres membres des JNE que oui, c'est nous qui avons eu l'idée de la candidature de René Dumont en 1973. Je dis, bon, très bien, formidable, génial, je vais trouver des traces de... Il n'y a aucune trace écrite de ça, donc je veux bien croire tous les témoins vivants de la Terre, mais je suis toujours méfiante. Donc, sans compter que, évidemment, les versions ne sont pas exactement concordantes. Donc, ça, c'est embêtant. Peu importe, d'ailleurs, c'est pas très important, mais ça fait partie de ces choses, quand même, qu'on aime bien pouvoir vérifier, même si elles sont relativement anecdotiques. Elles ne sont pas si anecdotiques que ça, parce que en réalité, ça pose la question de l'influence du rôle de cette association et des journalistes d'une manière générale sur des décisions qui ont été absolument capitales dans la montée en... première candidature écologiste. Oui, alors c'est ça, c'était la première candidature écologiste, mais savoir si ce sont des journalistes qui l'ont lancé ou pas, pour moi, c'est un sens. Ils l'ont organisé après. C'est sûr, ils l'ont soutenu. Mais bon, voilà. Est-ce qu'ils ont eu l'idée? Moi, j'aurais aimé qu'ils aient eu l'idée les premiers. Bon, on ne saura pas, c'est pas grave. En revanche, pour répondre à ta question un peu plus sur la formation, est-ce que les JNE ont permis la formation scientifique dans les domaines qui les intéressaient de ces journalistes? Ce qui est certain, c'est qu'au départ, donc, l'ambition, elle est vraiment naturaliste. C'est vraiment la protection de la nature, etc. Mais ce qu'on constate dans les archives, c'est que d'emblée, ils organisent des voyages. Il y a toute une série de voyages, souvent d'ailleurs sous l'impulsion de Claude-Marie Vadreau, qui est un baroudeur né, et que, évidemment, ces voyages contribuent à les former. Il n'y a pas, comme chacun sait, pas de meilleure formation que le voyage. Et que je me suis demandé, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'organiser des voyages au sein de l'association, alors que leur rédaction, au sein de leur rédaction, normalement, c'est précisément parce que je crois que au sein des rédactions, comme cette question-là ne va pas de soi, c'était très difficile. Et donc, ils avaient une autonomie avec l'association qui leur permettait d'aller voir sur place. Le voyage en URSS en étant un exemple, et il y en a eu plein d'autres. Justement, pour revenir sur le voyage en URSS, je me suis interrogé, j'ai fait un recensement des articles qui ont été publiés par les correspondants permanents à Moscou. Et après, j'ai essayé de classifier dans le domaine économie, politique, environnement, zéro.
correspondant permanent en Pologne, pratiquement rien sur l'environnement. Donc, et là, je comprends leur démarche. Enfin, ils ne peuvent pas ignorer la pollution. Enfin, c'est strictement impossible. Enfin, on la sent. Il y a des endroits où on peut même la toucher pratiquement, tellement elle est... simplement, il y a une ville qui s'appelle Bitterfeld, c'est pas loin de Leipzig. La pollution est tellement forte que le jour, d'abord, vous n'étendez pas le linge dehors parce qu'il va être noir. Et deuxièmement, la journée, vous êtes obligé d'allumer les phares pour circuler. Voilà, c'est tout. Donc, la pollution ne peut pas être ignorée. Les correspondants sur place n'en parlent pas. Alors, pourquoi parce que c'est pas forcément assez clivant. L'environnement n'est pas assez clivant parce que nous, question environnementale, à l'Ouest, on n'est pas non plus extraordinaire. Et deuxièmement, c'est moins prestigieux l'environnement. Le politique, l'économique et le diplomatique, c'est beaucoup plus prestigieux pour les journalistes que de traiter des questions environnementales. Voilà, donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, la parole est à vous, à la salle. Avez-vous des questions, des réactions, des précisions à demander à nos intervenants? Qui est-ce qui veut commencer? Oui, Emmanuel. Alors, oui, attends, il faut que tu prennes le micro parce que pour l'enregistrement. Alors déjà, merci beaucoup pour vos interventions. C'est super éclairant, super intéressant d'avoir en plus des perspectives un peu de l'intérieur, de l'extérieur, historique, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment super. Et ce qui m'interroge, moi, là-dedans, et voilà, la question que je me pose, c'est dans ce processus, alors peut-être qu'on peut qualifier d'institutionnalisation de la thématique environnementale. Est-ce que ça a produit... du consensus? Est-ce que c'était évoqué un projet? Alors, est-ce que c'était un projet d'éradiquer, enfin de détruire la contestation, ou est-ce que ça a été une conséquence du fait que le politique s'en soit saisi, etc. Enfin, en fait, les allers-retours entre une forme de radicalité éventuellement, ou d'engagement très très fort pour face à des événements éventuellement graves qu'on pointe, etc., et dont sur lesquels on essaie d'alerter, et la prise en compte par les institutions. Alors, je m'interroge sur ces processus d'aller-retour. Et pour vous, est-ce que le fait que le politique, par exemple, s'en soit saisi, ça a été au final bénéfique, ou est-ce que c'est pas plus constructif quelque part que de rester dans une forme peut-être de marginalité radicale? Enfin voilà, qu'est-ce que ça a fait à l'écologie? Tu veux commencer par... Je réfléchis à voix haute, hein, vraiment, je n'ai pas de réponse sur la question. Il y a deux choses. Il me semble que c'est quand même important qu'un État, qu'un gouvernement se saisisse d'une question pour essayer de légiférer ou légiférer. Bon. Ça, on peut pas retirer ça. Et la création du ministère de l'Environnement a été, de ce point de vue-là, quand même symboliquement et puis matériellement aussi, une chose importante. Même si ensuite, Robert Poujade le désignera sous le terme de ministère de l'impossible, ce que n'a fait que confirmer Nicolas Hulot bien plus tard, en disant je ne peux rien faire, donc je m'en vais. Bon. Donc c'est à la fois un peu désespérant, mais en même temps, c'est une structure qui existe. Ça marque une reconnaissance et une inscription dans le paysage politique institutionnel d'une question, et ça me semble quand même tout à fait capital. Après, que le mouvement écolo, dans sa radicalité, est subi comme une espèce d'effondrement dans les années 80, et puis encore en partie dans les années 90, il n'est pas le seul. C'est-à-dire que toute la contre-culture, c'est vrai aussi pour le féminisme, qui a subi une espèce de... Ce qu'on appelle un creux de vague dans le féminisme. Voilà, le creux de vague. Hein. Et c'est diversement interprété par les uns et par les autres. Pour certains, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, ça y est, enfin, ils vont réaliser tout ce qu'on espérait, donc on lâche.
Et puis, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pour d'autres, c'est parce que, justement, en détournant des questions de protection de la nature vers la question politique, en réalité, ça fait un flop et rien n'a marché. Là, vraiment, je pense que c'est une question qui est à l'état de chantier encore et qu'il faudra explorer plus avant et de manière surtout plus systématique et rigoureuse pour y répondre. Et puis, elle pose une autre question, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la politisation d'un mouvement ou la dépolitisation ? Je pense évidemment aux travaux de Jean-Baptiste Comby sur la question, qui montre, mais je ne suis pas sûre qu'il ait raison, je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas très bien qu'en penser, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, quand une question devient tellement traversée, médiatisée, utilisée, malaxée, est-ce qu'elle se dépolitise ? Est-ce que faire appel à l'éco-citoyenneté, c'est forcément de la dépolitisation ? Moi, je tiens pour une acception plus vaste du terme politique, c'est-à-dire qu'à mon sens, dès que des gens se regroupent pour agir collectivement, c'est-à-dire qu'ils se font acteurs de la vie publique, il y a du politique. Merci. Oui, monsieur Dupuy, allez-y. Oui. Moi, ça me fait penser, votre remarque, c'est que pour le changement climatique, on a besoin d'investissements lourds. Et donc, le politique est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi le politique s'est intéressé au changement climatique. Là-dedans, les archives sont très claires. Il y a une note en 89 du ministère des Affaires étrangères, d'un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Il dit clairement, la France a été à la traîne. On était à la traîne sur la question de la couche d'ozone. On était à la traîne sur les puits acides. Maintenant, on a quelque chose qui est bon, c'est le réchauffement climatique. Et là, Michel Rocard, d'un seul coup, il s'empare du sujet et il va donner une impulsion qu'il n'y avait pas avant. Donc, et pourquoi il s'empare ? Parce que la France est bien placée. On a le nucléaire, donc on a quelque part décarboné notre économie, enfin notre système énergétique, et on a tous les avantages dans ce système. Et la France va pouvoir être fer de lance. Sauf qu'ils s'opposent au GIEC. Ils ne veulent pas créer le GIEC, parce qu'ils trouvent qu'on est trop dépendant des Américains. Bon, ça ne va pas marcher leur stratégie. Mais la France, dans un premier temps, va être un fer de lance et va initier au niveau du ministère de la Recherche, du ministère de l'Environnement, un ensemble de programmes. Et il y a des hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui, à ce moment-là, vont découvrir, tiens, il y a un problème de changement climatique. C'est intéressant, c'est qu'on est en 89, c'est Yves Martin, qui est un haut fonctionnaire extrêmement brillant au niveau du ministère de l'Environnement, très engagé, mais qui découvre d'un seul coup la question du changement climatique. Alors, j'ai oublié son prénom, c'est Monsieur Barthaud aussi, qui est un haut fonctionnaire extrêmement brillant, très engagé au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Forêt pour les questions forestières. Et il apprend par Philippe Rocoplo qu'est-ce que c'est que le changement climatique. C'est un sociologue qui l'initie. Donc on voit bien que l'information ne circulait pas parce qu'ils étaient pris par d'autres problématiques, et on voit bien que l'impulsion du politique ici devient essentielle. Mais la stratégie du politique, évidemment, n'est pas forcément la stratégie des chercheurs. Donc après, mais il y a des financements qui arrivent, il y a une impulsion qui est donnée, et c'est aussi intéressant. Après, on voit des résistances. Le ministère du Logement, c'est extraordinaire leur façon de résister au changement. Ils ont des stratégies, c'est extraordinaire. Les archives sont très parlantes là-dessus. D'accord. Et on en voit l'actualité peut-être sur les boucliers énergétiques. Mais on y reviendra. Nathalie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette question-là ? Je pense qu'en fait, il y a quand même une évidence, c'était quand même que les effets sur l'environnement, qui entouraient aussi bien les journalistes que les citoyens, étaient de plus en plus prégnants, quoi. Ouais. Simplement. Oui, allez-y. Alors juste prenez le micro pour que ça puisse être enregistré. Oui, bonjour. C'est plus une réflexion que je voulais partager avec vous. Donc, je m'appelle Karine Maillot, je suis membre des JNE de longue date. J'ai beaucoup travaillé sur les archives des JNE. Donc forcément, tout ça, ça me fait un peu réfléchir. D'abord, sur l'aspect scientifique. Les JNE, au départ, ils sont créés aussi avec des personnes du Muséum d'histoire naturelle, avec Jean Dorst, qui ne va, je ne crois pas, participer au conseil d'administration, mais enfin, il est quand même un des parrains. Après, donc, François Terrasson, qui va, lui, venir longtemps au conseil d'administration. Et je pense que ce sont des naturalistes. Et il me semble que le climat, au départ, c'est plutôt traité par des physiciens. Donc, je crois que ils ne vont pas, ça n'entre pas tout de suite dans leur recherche. Eux, ils sont plus sur la nature. On ne dit pas encore biodiversité, à cette époque-là. On va le dire un peu plus tard. Donc, ils sont plus sur la nature. Ça va venir
en même temps que le GIEC. Je pense que ça, j'ai pas étudié, hein, mais je pense que ça vient plus dans les années 80, 90, voire 2000. Enfin, ça vient petit à petit, mais c'est quand même pas dans leur prisme. Donc, et puis il faut se rappeler que, par exemple, dans les personnes connues, il faut se rappeler, par exemple, que Haroun Tazieff ne croyait pas au réchauffement climatique. Hein, donc, ça va pas de soi. Bon, voilà, ça c'est juste pour l'aspect scientifique. Après, en tant que journaliste, ce qu'Anne-Claude a dit tout à l'heure concernant la gueule ouverte, le côté horizontal, ça me fait penser à l'évolution de la presse aujourd'hui, les youtubeurs. Finalement, c'est quelque chose qui est très actuel. Hein. Le rôle du journaliste a un peu tendance... les journalistes, ils sont un peu poussés dans leur retranchement. Ils se retrouvent confrontés à tout un contexte où finalement, ce ne sont plus eux les sachants. Tout le monde aujourd'hui peut être sachant, peut analyser l'actualité. Donc les journalistes, ils sont un peu poussés dans leur retranchement. Et du coup, peut-être aussi qu'ils ont peut-être aussi du mal à s'affirmer militants. Moi, j'intervenais dans un atelier mercredi sur journalisme et engagement. C'est vrai qu'il faut dire, il faut toujours expliquer qu'on est des vrais journalistes, qu'on vérifie nos sources, qu'on les croise, qu'on les hiérarchise, et puis que de toute façon, n'importe quel journaliste qui s'occupe d'environnement ou de n'importe quoi, il raconte une histoire, donc il a hiérarchisé, donc il n'est jamais totalement neutre, puisque c'est une personne qui a des idées. Et donc voilà. Mais il faut toujours se justifier. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci de ce témoignage. Alors oui, c'est vrai que quand on fait l'histoire justement du fonctionnement du paysage médiatique, en fait, on voit bien que les moments où les médias de masse ne remplissent plus leur rôle de diffusion des thématiques prégnantes dans l'espace public, hein, il faut qu'il y ait des relais. Et donc, ce sont des moments où il y a des presses alternatives, alors voilà, au sens très large, avec plein de déclinaisons différentes qui naissent, quoi. Et voilà, et ça arrive parce qu'il y a des époques où les médias sont censurés parce qu'il y a une guerre mondiale, et donc on va avoir des presses clandestines qui apparaissent, et puis d'autres où ils sont plus représentatifs de ce qui circule dans les mouvements, et donc il y a des radios pirates qui apparaissent, etc. Mais c'est effectivement un phénomène qu'on va retrouver à plusieurs époques. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, juste un mot. Il me semble que cette presse alternative, elle reconfigure un espace public de délibération. J'aime bien cette expression. Hein. C'est vraiment l'espace démocratique, c'est l'espace où l'on délibère, hein, et que YouTube ou les réseaux sociaux, tous ces trucs que moi, en bonne boumeuse, je connais mal, pourrait incarner aujourd'hui. Oui, Simon d'abord et Loïc après. Il a été plus rapide. Merci. Moi, j'ai une question sur parce que je ne connaissais pas les JNE avant cet atelier, donc j'ai appris des choses. Et j'ai une question plutôt sur le positionnement des JNE dans le champ journalistique. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure ce sont des gens qui cherchent un espace en dehors des médias dans lesquels ils travaillent pour pouvoir traiter de choses qu'ils ont du mal à traiter dans le cadre de ces médias. Mais du coup, d'un point de vue historique, peut-être aujourd'hui, il y a... par rapport à d'autres organisations, d'autres assos, je pense à l'asso des journalistes scientifiques, où il y a des gens qui travaillent sur ces questions d'environnement aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça fait longtemps. Voilà, comment est-ce qu'il y a des enjeux de positionnement particuliers de ces journalistes-là par rapport à d'autres, avec des approches différentes, des conceptions différentes, une perspective différente au sein de la profession. Est-ce qu'il y a des relations déjà avec ces autres groupements de journalistes, associations ? Oui, on a des relations par exemple avec l'association des journalistes de l'environnement. Oui. Et d'ailleurs en 2014, plus d'un an avant la COP21, on a fondé avec cette association une association, l'AGIEC 21, donc l'association des journalistes de l'environnement et du climat. Et on a co-organisé à cette occasion-là des rencontres avec justement des spécialistes dans l'idée de former les membres, et même au-delà des membres dans des rédactions, des journalistes, en vue de cette COP21 qui allait se tenir à Paris, quoi.
Donc il y a effectivement un rôle vraiment Oui. de circulation d'informations chez les journalistes. Là, par exemple, c'était Ouais. une opération ponctuelle. Après, disons que les JNE, ils ont aussi la particularité de regrouper des membres qui ne sont pas tous journalistes. Oui. Qui n'ont pas tous la carte. Il y a des écrivains, il y a des photographes, et puis bon, il y a les gens de radio. Voilà, Ouais. il y a des... Donc, c'est quand même assez large. Qu'est-ce que... Quelle serait la spécificité aussi par rapport à d'autres groupements de journalistes? Alors, Karine, qui a été présidente longtemps, tu dirais quoi? Alors déjà, par rapport à la question, les JNE, ils ne se sont pas regroupés pour faire les choses dans leur coin. Dans les statuts, c'est bien écrit qu'on veut apporter une information, on veut qu'on en parle plus dans les médias de la protection de la nature à l'origine, puisque c'est ça l'origine, mais après des questions d'environnement en général. Donc c'est bien pour l'idée qu'on est pour c'est fort dans le nom, on s'appelle pour la nature et l'écologie. Donc c'est bien l'idée de faire advenir ces sujets dans le débat public. Après, comment on se positionne par rapport à d'autres associations? Donc, comme Nathalie l'a dit, il y a eu un moment une scission entre notre association. Il y a une autre association dans les années 90 qui s'est créée, qui s'appelle l'Association des journalistes de l'environnement, avec des gens qui ont voulu, eux, être plus... apparaître comme plus professionnels, parce que quelque part, nous, on a une image de personnes plus militantes, donc ça voudrait dire moins professionnelles. Ça, c'est une des histoires d'image. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, il faut qu'on se batte pour dire qu'on peut porter des idées, mais aussi faire notre travail de journaliste correctement. Donc voilà, mais on a quand même des bonnes relations avec l'association des journalistes scientifiques. On mène des actions ensemble. D'ailleurs, au moment de la COP21, on a aussi fait une action. C'est vrai qu'on s'est mis ensemble avec l'association des journalistes de l'environnement, mais on a aussi participé à des actions avec la JSPI, donc l'association des journalistes scientifiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Loïc, tu avais une question? Oui, merci beaucoup pour tous vos éclairages. J'avais une question sur le contenu peut-être de ce qui est produit par ces journalistes et puis peut-être les discussions internes aussi. On a parfois un peu l'impression que le lien entre environnement, social, politique est récent, alors qu'il paraît ne pas l'être tant que ça. Et puisque vous nous dites sur les origines militantes des journalistes, notamment des JNE, pose forcément cette question-là aussi. Mais est-ce que dans les contenus produits, on a très tôt des liens entre justement ce qui peut être de l'ordre de la pollution, par exemple, et puis les systèmes économiques ou politiques qui les produisent, et la remise en cause, alors soit du capitalisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, éventuellement, pourquoi ne pas se servir des pollutions à l'Est pour dénoncer au contraire l'espace soviétique? Alors, est-ce que ça c'est constant, ou bien il y a aussi un creux de la vague dans les années 80 peut-être, ou voilà, c'était un peu flou. J'ai l'impression que vous avez déjà un petit peu à moitié répondu à ces questions-là, mais je voulais comme la poser. Je peux juste répondre 2-3 choses à partir de travaux qui ne sont pas du tout les miens, mais par exemple, je parlais de Charles-François Matisse, qui a été un des premiers à s'emparer de ces questions, qui montre bien que pour la Grande-Bretagne, dès le 19e siècle, quelqu'un comme William Morris, qui est l'incarnation d'un socialisme, est aussi, d'un certain socialisme à la britannique, bon, c'est toujours un peu différent, est aussi un défenseur de la nature et d'un rapport moins productiviste, voire pas du tout productiviste au monde, etc. Et donc un critique du capitalisme. Il y a donc en Grande-Bretagne tout un courant qui, dès le 19e siècle, incarne cette critique. Mais là comme pour le reste, c'est-à-dire qu'il y a des flux et des reflux, et que la grande reprise européenne de cette critique, enfin encore que la technocritique, elle perdure quand même toute à la fin du 19e siècle, avec des interrogations très profondes sur justement ce que ce siècle de progrès apporte à l'humanité, en termes aussi de dévastation, etc. Il y a un pessimisme dès la fin du 19e siècle à l'égard du progrès, de la technique et de la science qui s'exprime. Et qui s'exprime parfois de manière politique. Et donc,
et qui s'exprime aussi dans le cadre d'une critique du capitalisme et qui rebondit donc dans les années 70, enfin autour de La Gueule ouverte et d'autres titres du même acabit. Là, la critique du capitalisme, elle était très claire et nette. Et elle ne se contentait pas d'être critique, elle proposait aussi des solutions alternatives. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que dans La Gueule ouverte, il y a des doubles pages entières de propositions concrètes. Comment installer des panneaux solaires sur sa maison, comment construire une chaudière, enfin bref, c'était aussi du très concret et déjà de l'éco-citoyenneté avec un horizon politique. Individuellement, nous pouvons nous autonomiser à l'égard d'EDF, de tout un système capitaliste, disons le mot. Oui, monsieur Dupuis. Oui, alors, il y a plusieurs points. Premier point, par exemple, moi, ça me rappelle un reportage qui était fait à la télévision française sur Katowice en 1970. Donc, et le journaliste dit qu'à Katowice, il y a un air pur. Là, je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé un air pur. Il dit, et puis ils agissent pour le bien de l'environnement. Il n'y a aucun souci, et parce que la propriété privée a été abolie. Et donc, on voit bien le message politique qui passe à travers. Il rejoint d'ailleurs les travaux il y avait Barry Commoner qui avait expliqué que le problème aussi, que dans le monde capitaliste, c'est la propriété privée. Et comme à l'Est, il n'y a pas de propriété privée, les problèmes d'environnement peuvent se résoudre. Ce qui est complètement faux. Donc, on a ça. Il y a aussi, moi, j'ai trouvé dans mes sources, comme ce que j'ai étudié, le rapport pollution-forêt, on porte sur la place publique c'est même des scientifiques qui interviennent sur la place publique en publiant des articles dans la presse pour faire pencher la balance en leur faveur dans des procès qu'ils ont engagés contre de l'industrie. Et ils condamnent pas forcément le système industriel. Ils savent très bien qu'en termes d'emploi et en termes de richesse, la forêt, c'est rien par rapport à ce que rapporte l'industrie. Ce qu'ils veulent, c'est d'ailleurs avoir une bonne indemnisation. Et ce qu'ils essayent aussi, c'est de pousser à une solution technique au niveau de l'industrie pour qu'elle s'équipe en filtre efficace contre les rejets de dioxyde de soufre. Donc ça, c'est vraiment c'est un moyen de pression. On a ça dans la fin du 19e siècle. Donc là, je reviens toujours avec Katowice, parce que ça, c'est un cas d'école. On a ça dans les années 20 dans la Ruhr. On a ça à la fin des années 50, à nouveau dans la Ruhr, où il y a les scientifiques interviennent, convoquent les médias, justement pour faire pression sur le politique, pour qu'on prenne des mesures au niveau des normes. Donc on est dans des solutions techniques, pas forcément dans un discours anticapitaliste, mais ils savent leur champ du possible aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas forcément se permettre de dire de se mettre dans une position idéologique. Leur champ du possible, c'est de dire il faut qu'on fasse pression au niveau de l'industrie pour qu'elle s'équipe dans des normes. Et ça, à un moment donné, ça va finir par marcher. Parce qu'il y a un changement au niveau de la population. Il y a un programme politique, c'est à la fin, début des années 60, Ciel bleu sur la Ruhr, qui arrive. Et donc, évidemment, ça veut dire que si un programme politique, il y a ce programme politique qui émerge, ça veut dire qu'au niveau de la population, elle est prête à écouter. Parce qu'au début des années 50, elle n'est pas prête à écouter ce programme. Tout simplement parce que les poussières dans l'atmosphère, ça tue les microbes. C'est aussi simple. On respire de la poussière, c'est très bon pour la santé. Il y a aussi des hygiénistes qui disent ça. Donc mais c'est aussi c'est très bon parce que ça apporte du travail. Ah oui. Aussi. Oui, c'est ça. C'est ça qui est quand même la base de. Je rappelle, il y a des slogans. La chimie apporte du pain et du travail aussi, oui. Et de la beauté. Oui, ça. Je suis d'origine lyonnaise et donc on sait tout ce que le couloir de la chimie nous a apporté. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Marie-Noël Doutrex. Alors, le micro. Merci. Merci beaucoup pour cet atelier. C'était vraiment très, très intéressant. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'était vraiment une question. Est-ce que vous trouvez que la thématique de l'impossibilité de lutter contre le réchauffement climatique dans le contexte capitaliste, c'est quelque chose qui a émergé ou non dans les médias de presse généraliste, d'information générale, ou non? Ou est-ce qu'à un moment on en a pas mal parlé, maintenant moins? C'est vraiment pour savoir par votre recherche ou par votre expérience, si c'est une thématique
qui prend de l'ampleur ou non, et si vous avez des explications, des hypothèses par rapport à ça. Peut-être, Nathalie, tu peux revenir sur une chronologie. Tu disais qu'il y avait quand même des événements, je pense à Kyoto, qui avaient été des moments d'émergence. C'est vrai que justement par rapport aux études médias qui ont été faites juste après Kyoto, et donc en 2002 et en 2005, on voit que finalement ce protocole n'a pas fait tellement bouger les lignes au niveau des publications. Donc c'est pas vraiment ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être après Johannesburg ou peut-être... Enfin, nous, au niveau des JNE, par exemple... Pour vous, c'était Rio, quoi. Le premier point, c'était 1992, Rio. Non, on a déjà des membres qui étaient à Stockholm en 72. Beaucoup. Mais par exemple, si on interroge sur le site des JNE, si on met climat, les plus anciens, enfin parce que c'est le site, hein, mais bon, ça date de Cancun au Mexique, 2010. Ouais. Et puis si on interroge donc juste comme ça la recherche, on a 67 pages de 10 articles. Enfin, ça peut être des livres, ça peut être des articles qui sont relayés, voilà. Après, comme le rappelait Karine, les JNE, leur idée c'était de faire monter les thèmes le plus largement possible. Et en fait, le regroupement, c'est aussi que les journalistes concernés, on va dire, militants concernés, ou dans les rédactions, ils étaient seuls. Donc quand même, l'association leur permettait d'avoir plus de poids aussi. Et puis, bon, comme l'a rappelé Michel, les voyages d'études étaient très, très formateurs. Hein. On en a fait énormément, il y en a eu énormément. Hein. Après, il y a eu les voyages d'études, bon, comme on a dit, Lac Baïkal, Tchernobyl. Après, il y a eu tous les voyages aussi, justement, Johannesburg, Rio plus 20. Enfin, et puis, bon, ça, c'était les grands rendez-vous. Et là, on prépare pour la COP à Glasgow. Anne-Claude, chronologie peut-être sur... Ah pardon, j'ai pas vu. Oui. Alors, d'abord, on n'a pas dit en fait qui faisait partie de l'association. Et en fait, je pense que c'est important de dire que dès le départ, l'association, il y a des journalistes qui viennent d'un peu partout. Ça va être Jean Carlier à RTL, il y a un journaliste de l'Humanité... voilà, au départ, ça couvre un peu tous les champs de la presse. Voilà, Le Monde. Enfin, on a tous les champs de la presse. Presse de droite, de gauche. Claude-Marie Vadreau qui écrit à la fois dans Le Canard enchaîné, dans l'Aurore, mais sous pseudo. Hein. Donc voilà. Donc, à chaque fois, ils apportent leur expertise. Après, la question par rapport à la remise en question du système capitaliste, c'est vrai que c'est une question qui nous agite toujours aujourd'hui. Alors, certains le font plus facilement parce que ça correspond à leurs médias. Hervé Kempf le fait sur Reporter, c'est même l'ADN de Reporter. Fabrice Nicolino peut le faire facilement dans Charlie Hebdo. Maintenant, quand on travaille dans la presse magazine, moi par exemple je travaille pour Ça m'intéresse ou Femmes Actuelles, c'est pas facile de remettre en question le système capitaliste, enfin parce qu'on parle pas de politique, donc on peut remettre en question la consommation, ça oui c'est facile, mais bon, le système capitaliste c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est des questions toujours très actuelles. Voilà. Merci beaucoup. Anne-Claude Ambroise-Rendu, et puis on terminera. Ça n'a rien à voir avec la question qui a été posée. Mais ça non, mais je crois que Karine a très bien répondu. C'est juste, moi, une des choses qui m'a frappée en travaillant sur toutes ces questions, c'est une espèce d'abîme. Alors, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, hein, parce que je ne travaille pas sur le temps présent, Dieu m'en garde. D'abîme qu'il y avait entre des questions locales et la réverbération dans la presse nationale. Et ça m'a frappé au moment où j'ai commencé à travailler sur les mines d'uranium dans le Limousin, dont j'ai découvert l'existence finalement très tardivement, la dernière ayant fermé en 2001, et les projets d'enfouissement de déchets radioactifs dans le Limousin dans les années 1980.
Et donc j'étais dans le Limousin, je travaille sur la presse locale. La presse locale en parlait tous les jours, parce qu'il y avait un journaliste très concerné qui tous les jours couvrait l'affaire, les mobilisations, etc. Et je me tourne vers la presse nationale, pas un mot. Le Limousin n'existe pas. Et je me tourne vers Roger Cans en lui disant quand même, vous... Et il me dit, oh, je me souviens pas, oui, j'ai été dans le Limousin, je me souviens que j'avais ramassé sur la route une buse pour la dessiner, parce qu'il était très ornithologue aussi à 16 heures. Voilà. Et donc, je pose la question, est-ce que cet abîme reste entier ou est-ce qu'il y a de vrais relais? Parce qu'il me semble que l'abîme n'était pas si grand au 19e siècle. Merci pour cette question. Pour terminer, c'est bien de se finir sur une question. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les trois de votre participation à cet atelier. Merci de votre attention et vous avez le droit d'un petit café avant le prochain atelier recherche.